to discuss the second periodic report of Burundi with the delegation of Burundi, which is up here with me on the podium. The note verbal indicating who they are has been circulated, I think, and perhaps the distinguished head of delegation, Madame Niragira, Her Excellency, the Minister of National Solidarity and Human Rights and Gender. So, with that, I'm going to follow the usual procedure. I'm going to invite her to make the preliminary presentation, then to do a resume, because we have the written responses this time in French, but they haven't been translated. Sorry? Excuse me, I'm sorry. We have them in English, but they haven't been translated into French. Into Spanish. Into Spanish. Into whatever we need. So we need the resume, the summary that will be offered by the delegation, and then we'll get into the discussion of the list of issues, with issues 1 to 13 in the first round and issues 14 to 27 in the second round. So, without more, j'invite Son Excellence. I would like to invite Her Excellency, the Minister for National Solidarity, Human Rights and Gender Rights, Madame Clotilde Niragira, head of the Burundian delegation, to make her introductory statement. You have the floor, Madam. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, members of the committee, ladies and gentlemen, it's a great honor and a real pleasure for myself, and indeed for all the dignitaries here with my delegation, to be here this afternoon to submit the second periodic report of Burundi to the Human Rights Committee. Let me start by thanking the entire international community, and more particularly the chair of the Human Rights Committee. They remained shoulder to shoulder with the Burundi people at the toughest times of our crisis. Chair, since the submission of the preceding periodic report to the Human Rights Committee, my country, Burundi, has made significant progress as regards the International Covenant on Civil and Political Rights, with a view to promoting and protecting human rights. A range of innovations in the normative framework and institutional framework have been initiated in order to improve the human rights situation in Burundi, particularly the ratification in 2013 du protocole facultatif à la Convention contre la torture, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s'y rapportant, de la ratification du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, la Convention de Palerme, de la mise en place en 2011 de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, conformément au principe de Paris, de la mise en place de la Commission nationale des terres et autres biens qui contribue efficacement à consolider le respect des droits de l'homme au Burundi, et de la mise en place de l'institution de l'Ombudsman, de la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante et les commissions électorales provinciales indépendantes en vue d'une bonne préparation du processus électoral de 2015, de la promulgation de la loi portant code électoral et de la signature du code de conduite des partis politiques pour la bonne préparation des élections de 2015, de la promulgation de la loi portant commission vérité et réconciliation et le recrutement en cours des commissaires, de la promulgation de la loi sur la presse, dont l'innovation majeure est la dépénalisation des délits de presse, de la promulgation du code pénal révisé qui a, entre autres, aboli la peine de mort, majoré l'âge de responsabilité pénale de 13 à 15 ans révolus et érige en infraction le viol, la torture, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que le génocide.
de la promulgation du nouveau code de procédure pénale qui a apporté beaucoup d'innovations en introduisant les travaux d'intérêt général comme peine alternative à la peine d'emprisonnement, la séparation dans le milieu carcéral des mineurs, des adultes et des femmes, des hommes. De la promulgation de la loi portant code foncier pour minimiser les conflits fonciers, de l'élaboration de la loi spécifique portant prévention et répression des violences basées sur le genre, déjà adoptée par le gouvernement et qui se trouve présentement à la table du Parlement, de l'élaboration d'une loi sur la prévention, la répression de la traite des personnes et la protection des victimes de la traite, déjà adoptée par les deux chambres du Parlement et qui attend sa promulgation par son Excellence le Président de la République du Burundi, de l'élaboration de la politique nationale des droits de la personne humaine ainsi que son plan d'action, de l'élaboration de la stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par le conflit, de la naturalisation grâce au pourparlers du gouvernement burundais avec le gouvernement tanzanien de plus de 200 000 réfugiés burundais depuis 1972, de la création par arrêté de la commission chargée de préparer la mise en place de l'Observatoire national de la prévention et l'éradication des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de la création du Centre Humura, Centre national d'accueil et de prise en charge intégrée, prise en charge psychologique, sociale, matérielle, juridique, médicale et communautaire des victimes de violences basées sur le genre, et qui est fonctionné depuis 2012, de la mise en place du Forum national des femmes, de la mise en place du Forum national des enfants, de l'adoption de la politique nationale pour la protection de l'enfant en cours d'exécution, de l'adoption et de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, de l'ordonnance conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique portant création des comités mixtes de sécurité, les comités composés par les groupes religieux, les partis politiques et l'administration locale et communale, de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité alimentaire, de la construction des centres de rééducation des mineurs à Rumongue et à Makamba, dont l'ouverture est prévue respectivement en janvier et en février 2015, de la création des chambres spécialisées auprès des tribunaux de grande instance pour des jugements rapides relatifs aux violences sexuelles et basées sur le genre, de la mise en place de l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides, ayant entre autres mission de faciliter la libre circulation des réfugiés se trouvant sur le territoire national. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, fort de la connaissance des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Burundi a déjà initié des programmes de formation à l'endroit des corps de défense et de sécurité pour mieux contribuer à la jouissance des droits de la personne humaine, ce qui justifie aujourd'hui leur présence dans les missions de maintien de la paix en Somalie, au Darfour, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, à Haïti et au Mali. Et fort de cette expérience, le Burundi est disposé à mettre sa contribution partout où ce genre d'opération serait requis. Monsieur le Président, en vue de mettre en œuvre le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Code de procédure pénale novateur réprime les officiers de police judiciaire et les magistrats instructeurs coupables du non-respect des prescriptions du Code. Et dans cette optique, le Code comble les lacunes du déni de justice. Dans ce même esprit, le gouvernement du Burundi a élaboré un document de politique pénale destiné à guider le corps judiciaire lors du traitement des dossiers dans le but d'assurer le respect des droits des justiciables en vue d'une justice pénale humanisée et conformément au pacte. Et dans le domaine judiciaire, beaucoup de mesures ont été prises pour une meilleure distribution et une grande accessibilité au service de la justice. C'est toujours dans l'esprit de mettre en œuvre le pacte, une politique d'itinérance du corps des magistrats pour une justice de proximité a été initiée, en plus d'une permanence judiciaire des cours et tribunaux qui instaurait en vue d'une réaction en temps réel lors des violations flagrantes des droits humains. Et c'est dans ce même cadre que des juges points focaux ont été nommés au sein des juridictions civiles pour suivre de près des dossiers en rapport avec les violations basées sur le genre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, en vue de la mise en œuvre du pacte, une session des États généraux de la justice a été tenue dans le but de consolider un système judiciaire accessible, indépendant, performant, sensible au genre
et qui assure le respect des droits de la personne humaine. Dans cette même logique, et dans l'esprit de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement du Burundi a entrepris un vaste chantier de désengorgement des prisons en vue d'améliorer les conditions carcérales des détenus. Ainsi, plus de la moitié de la population carcérale a bénéficié des mesures de clémence, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes atteintes de maladies incurables. En outre, des visites régulières sont effectuées dans les maisons d'arrêt afin de se rendre compte de leurs conditions de détention. Monsieur le Président, mon pays se félicite des avancées significatives enregistrées en matière de liberté d'association, de réunion, d'expression et d'opinion. Et dans cet esprit, une loi sur la presse a été promulguée en respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ses articles 19, 21 et 22. De même, conformément aux dispositions de l'article 3 du pacte, le Burundi garantit le principe égalitaire entre tous ses citoyens et respecte le quota constitutionnel minimum. Ainsi, les femmes sont représentées à hauteur d'au moins 30% au niveau du Parlement et du gouvernement, soit 32% des députés, 46% de sénateurs, sénatrices donc, et 33% de ministres. Et dans l'esprit de cet article, la communauté batois est représentée dans les deux chambres du Parlement et dans d'autres institutions républicaines, comme le prévoit la Constitution. Aujourd'hui, les Batois sont membres du Parlement de la communauté est-africaine. Toujours dans l'esprit du pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en son article 8, la traite des femmes et des filles ainsi que leur exploitation sont proscrites par le nouveau code pénal, tandis que le nouveau code de procédure pénale prévoit des dispositions permettant aux associations de défense des droits de l'homme de porter plainte en lieu et place des victimes de violences sexuelles. Et bientôt, la loi spécifique portant prévention, répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite des personnes complétera utilement ces textes. Conformément aux prescrits de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en rapport avec le droit à l'égalité devant la loi sans discrimination, le gouvernement a initié une étude sur l'impact de l'absence d'une loi écrite sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, ainsi que la valeur ajoutée de l'exercice d'une telle loi. Cette étude vient d'être menée et le comité de lecture est en train d'analyser son contenu depuis déjà hier matin. Monsieur le Président, il nous revient également de reconnaître que le Burundi rencontre quelques défis et contraintes dans la mise en œuvre de ses obligations en matière des droits de l'homme. En effet, et malgré les avancées significatives que je viens de développer en matière des droits civils et politiques, des difficultés persistent. En matière de l'état de droit, quelques cas de violation des droits de l'homme subsistent encore, notamment les assassinats, les violences basées sur le genre et d'autres violations, surtout résultant des conflits fonciers. Heureusement, des signes précurseurs montrent que les Burundais sont prêts à reconstruire sur de nouvelles bases en vue de la cohésion sociale et de la réconciliation effective du peuple burundais. Je voudrais, par conséquent, profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, par leurs appuis multiformes en vue d'aider mon pays dans ses efforts destinés à faire face à ces défis. Par ailleurs, mon pays se trouve présentement dans une situation délicate d'organisation des élections qui nécessite des moyens colossaux. Et nous avons eu l'occasion de remercier nos partenaires qui ont déjà commencé à apporter leur contribution technique et financière pour le bon déroulement du processus électoral de 2015. Et nous avons eu l'occasion également d'en appeler d'autres à faire de même. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer les sentiments de gratitude à toute l'assistance pour m'avoir prêté oreille attentive et pour son soutien permanent. Et je réaffirme l'engagement du gouvernement du Burundi à poursuivre sa politique de mise en application du présent pacte international relatif aux droits civils et politiques
en vue d'élargissement de l'espace des libertés publiques et de protection des droits humains, tout en vous garantissant de la disponibilité de ma délégation à répondre aux éventuelles questions. Nous nous engageons à apporter des éclaircissements en cas de besoin. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame la ministre, de la part du comité. Et maintenant, je vous invite, ou personnellement ou par voie d'autres délégués qui comportent votre délégation, de présenter le résumé des réponses écrites à notre liste de questions. Vous avez la parole, Madame. Et merci, Monsieur le Président. Et présentement, comme la parole m'est accordée, je vais très brièvement vous présenter le résumé des différentes réponses aux questions posées par le Comité des droits de l'homme. Sans tarder à la première question qui concerne le cadre constitutionnel et juridique de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons répondu en disant que l'article 19 de la Constitution de la République intègre l'ensemble des conventions, traités et pactes auxquels le Burundi est partie dans sa législation interne. Ainsi, les juges ont la latitude d'invoquer cet article pour interpréter la loi en vue de faire respecter les dispositions du pacte. Et au fond de faire connaître les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement et ses partenaires organisent des ateliers de formation et de sensibilisation sur les droits de l'homme à l'endroit des responsables de l'application de la loi. Aussi, le Burundi ayant adopté et promulgué le Code pénal révisé de 2009, abolissant ainsi la peine de mort, rien n'empêche que le deuxième protocole facultatif relatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques soit ratifié. Et d'ailleurs, le texte s'y rapportant est déjà en cours de préparation. Et deuxièmement, concernant la conformité de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au principe de Paris, la loi régissant la dite commission en son article 2 garantit son indépendance et les articles 36 et 37 de la même loi précisent la compétence de la commission en matière d'investigation, donc en matière des enquêtes, que la commission exerce de plein droit et dans toute son indépendance et dans toute son neutralité les enquêtes qu'il faut pour découvrir la vérité en matière de violation des droits de la personne humaine. Pour permettre à la commission, donc la CNDH, de s'acquitter efficacement de son mandat, les ressources humaines, matérielles et financières ont été mises à sa disposition. Et c'est pour cela que, depuis sa création déjà, la Commission enregistre en son actif bien des réalisations. Pour d'amples informations, je vais vous prier peut-être de vous référer au point 2 du document soumis par le Burundi au Comité des droits de l'homme. Le point qui relate les différentes réalisations de la Commission, c'est dans les réponses aux questions posées par le Comité. Et en ce qui est de l'interdiction de la discrimination et égalité entre hommes et femmes, nous disons que parmi les mesures législatives et administratives prises, il y a notamment la suppression des clauses discriminatoires et le renforcement des sanctions à l'égard des violences faites aux femmes. C'est au niveau du Code pénal 2009 et du Code de procédure pénale promulgué cette année, en 2014. Le renforcement des capacités techniques du ministère en charge du genre et la mise en place des points focaux genre et la mise sur pied de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'adoption de la politique nationale des droits de l'homme en 2012 déjà, et la création du Forum national des femmes en 2013, mais l'adoption de la politique nationale genre en 2013 aussi. Mais en matière de l'emploi aussi, il y a eu mise en œuvre du programme national de réforme administrative adopté en 2012, tenant compte des spécificités de la femme dans sa carrière professionnelle, mais également la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, dont les femmes handicapées ne sont pas oubliées.
Et concernant la dépénalisation de l'homosexualité, nous disons qu'à l'heure actuelle, au Burundi, donc chez nous, la tradition et la coutume burundaise n'y sont pas encore prêtes. Et comme je le disais lors de l'examen périodique universel, la dépénalisation de l'homosexualité risquerait d'heurter encore aux mœurs de la société burundaise qui entend d'abord évoluer comme l'ont fait d'autres sociétés. Et quant à la législation et des politiques tendant à l'égalité des genres et pour garantir la participation des femmes, la Constitution a institué un quota d'un minimum de 30% des femmes au sein du gouvernement et du Parlement et un quota étendu aux communes par la loi électorale de 2010 et celle de 2014. De même, la loi sur les partis politiques leur interdit toute forme de discrimination, notamment celle basée sur le genre. En ce qui est de la justice de transition, la loi sur la commission Vérité et Réconciliation a prévu que sur 11 commissaires, au moins 4 seront des femmes. Et là, nous allons prier nos éminents membres du comité des droits de l'homme d'excuser d'ores et déjà l'erreur qui s'est glissée dans le document Réponse aux questions qui parlait de décret-loi sur la commission Vérité et Réconciliation au lieu de loi parce que bel et bien le Parlement burundais existe. On ne pourrait pas parler de décret-loi alors que le Parlement est là. C'est une erreur qui s'est glissée dans le document. Je vous prie d'ores et déjà de nous en excuser. Et en rapport avec l'état d'avancement de l'avant-projet de loi sur les successions, une équipe a été mise en place en août 2014, comme je le disais tantôt, pour lire le premier draft du rapport de l'étude sur l'impact de l'absence d'une loi écrite sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, ainsi que la valeur ajoutée de l'existence d'une telle loi. Et déjà, un comité de lecture est en place et a déjà commencé la lecture de ce projet, de ce draft de rapport, déjà hier matin, comme je le disais tantôt. En ce qui est du danger public exceptionnel, la Constitution du Burundi n'est pas précise par rapport aux droits dérogeables en cas d'état d'exception. Cependant, elle précise que les droits fondamentaux des individus sont indérogeables. Et puis par ailleurs, comme c'est indiqué dans le document Réponse aux questions, le Burundi n'a jamais connu d'état d'exception, même dans les moments de crise. En ce qui est des droits garantis par le pacte pour lutter contre le terrorisme, à ce sujet, des actions ont été menées à travers une lettre de politique générale du ministère de la Sécurité publique. Et c'est ainsi que l'Interpol, déjà, œuvre dans l'objectif d'arrêter des stratégies communes afin de prévenir les actes imminents de terrorisme. En ce qui est de la violence à l'égard des femmes, et pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, pas mal de mesures ont été adoptées. Ici, nous allons citer quelques mesures déjà prises. La politique de tolérance zéro immédiate envers les auteurs de violences sexuelles est basée sur le genre, laquelle politique a été déclarée par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Il y a eu création des chambres spécialisées de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans tous les tribunaux de grande instance du pays et des points focaux chargés des violences sexuelles et basées sur le genre dans les parquets tribunaux et les tribunaux de grande instance. Mais aussi un projet de loi portant prévention et répression des violences sexuelles et basées sur le genre, adopté par le gouvernement déjà et se trouvant présentement à la table du Parlement. Et le groupe sectoriel genre, il existe un groupe sectoriel genre qui est un cadre national de coordination des intervenants dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et qui est un mécanisme décentralisé, jusqu'au niveau provincial. Mais aussi, il y a eu nomination des points focaux genre au niveau de la police judiciaire, ce qui a une importance capitale par rapport à la lutte contre les violences. Mais également, il y a eu déjà en 2012 la création du Centre Humura, le centre de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre.
qui est une structure nationale d'accueil et de prise en charge intégrée des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, comme je le disais tantôt. Mais également, nous avons mis en place un Forum national des femmes déjà en 2013 qui constitue un cadre d'expression des femmes pour la promotion, la protection de leurs droits. Et en ce qui est du phénomène d'atteinte au droit à la vie survenu avant et pendant et après les élections de 2010, les autorités judiciaires ont mis en place 2 commissions d'enquête. Et sur la même problématique, le procureur général de la République a créé le 12 juin 2012 une commission chargée d'investiguer sur les allégations des violations des droits de l'homme. Et durant les 2 mois qu'on dirait les travaux de la commission, 6 personnes ont été mises en détention déjà, en détention préventive. Pour ce qui est de la torture, et en plus de la Constitution de la République du Burundi qui interdit cette pratique, il importe de signaler que le Code pénal en vigueur les rige déjà en infraction. Ce sont les articles de 205 à 209 du Code. Mais aussi le Code de procédure pénale 2014 prévoit l'indemnisation des victimes de torture par l'État. Et quitte à ce que l'État se retourne contre les auteurs de la torture, comme en utilisant le principe de l'action récursoire. Ça, c'est les articles 289 à 290 du Code. Et les efforts de formation et de sensibilisation à l'endroit des agents des forces de sécurité ont sensiblement diminué les cas de torture et de traitement inhumain ou dégradant, comme peuvent le constater beaucoup de personnes. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, appuyée par les partenaires, est un mécanisme permettant d'examiner les plaintes pour des cas de torture ou mauvais traitement formulés à l'encontre des agents de l'État à tous les stades de la privation de liberté. Et bientôt, d'ailleurs, un mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture sera mis en place. Il est en cours de préparation. En rapport avec les allégations d'exécution extrajudiciaire et de torture, il est malheureusement déplorable qu'il y ait eu certains cas de personnes tuées. Mais cependant, se basant sur les résultats de la commission que le procureur général a mis en place, les cas qualifiés d'exécution extrajudiciaire ne rentrent pas dans les cas retenus par la définition internationalement reconnue de cette expression. Mais quant au processus de mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, il importe de signaler que la Commission Vérité et Réconciliation a été déjà mise en place. Donc, c'est la loi qui porte création et organisation de la Commission Vérité et Réconciliation qui a été déjà promulguée. C'est la loi du 15 mai 2014. Et la question de mise en place du tribunal spécial, nous disons que nous estimons que cette question-là interviendra après l'exploitation du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation par des acteurs, bien évidemment, les acteurs concernés, dont le gouvernement, dont le Parlement et les Nations Unies. C'est ce que dit la loi qui porte création et organisation de la Commission. Et concernant les mesures prises pour assurer la protection et le soutien des victimes et des témoins des violations des droits de l'homme, en plus d'avoir adhéré à divers instruments irrelatifs, le Burundi a mis en place les institutions à cet effet. Il s'agit notamment de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et de l'institution de l'Ombudsman. Mais par ailleurs, un projet de loi portant protection des victimes et des témoins se trouve présentement dans sa phase de finalisation. En ce qui est de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, un projet de loi portant prévention et répression de la traite des personnes au Burundi et protection des victimes de la traite a été adopté par le Parlement et sa promulgation par son Excellence, le Président de la République du Burundi, est attendue incessamment. Par ailleurs, un plan d'action irrelatif a été également validé par divers intervenants dans ce secteur et ce plan d'action prévoit entre autres la prise en charge des victimes de ces pratiques. Concernant le droit à la liberté et à la sécurité de la personne humaine, ça c'est la question 15, l'article 52 du nouveau Code de procédure pénale fait obligation aux officiers du ministère public de veiller au strict respect des règles légales autorisant les restrictions à la liberté individuelle. Et l'article 111 déjà fixe les délais maximums de détention préventive à 15 jours
et précise que, passé ce délai, l'inculpé est admis à saisir par voie de requête la juridiction compétente pour statuer sur sa détention. Et quant à l'article 392, il prévoit des sanctions à l'endroit des officiers de police judiciaire ou du magistrat instructeur qui dépassent ces délais. Et aussi, le contrôle hiérarchique oblige l'officier de police judiciaire à adresser chaque fois un rapport sur le respect des délais des personnes qu'il a mises en détention au procureur de la République. Celui-ci, à son tour, est tenu de faire comparaître l'inculpé devant le juge afin de statuer sur la légalité de sa détention au plus tard dans les 15 jours. Et toutes ces personnes toutes ces mesures et le programme de formation initiale et continue à l'endroit de ceux qui sont chargés de l'application de la loi ont positivement occasionné le respect des règles relatives à la détention préventive. Pour la protection des personnes en détention, le gouvernement, par le biais du ministère en charge des droits humains avec les organisations de la société civile, effectue des visites dans les maisons de détention. Et ces visites visent à s'enquérir du degré de respect des droits de la personne humaine par les différents agents de police pour ensuite faire des propositions de solutions aux autorités concernées. Et en outre, les sessions de formation à l'endroit des responsables des établissements pénitentiaires sur le respect des droits de l'homme dans le milieu carcéral, la vulgarisation des textes légaux et la réhabilitation de 7 sur 11 prisons déjà du pays, en vue surtout de séparer les enfants des adultes et les femmes des hommes, la mesure de grâce présidentielle à l'endroit de plusieurs catégories de détenus, la politique de justice pénale humanisée ont amélioré les conditions de détention dans le milieu carcéral. S'agissant des données sur la situation de la population carcérale, à la fin de l'année 2013, le taux des personnes en détention préventive était déjà de 51,4% et au premier trimestre de l'année 2014, on dénombrait 3 834 personnes en détention préventive et sur une population carcérale totale de 8 075. À la même période, au premier trimestre donc de cette année, on dénombrait 4 072 détenus condamnés. Quant au taux d'occupation, il était de 194% fin 2013 et de 199,38% au premier trimestre de l'année suivante. Et des personnes en garde à vue peuvent trouver la mort dans les cachots. Mais ce sont des cas vraiment très, très rares. C'est par rapport à la question posée du décès que l'on peut retrouver dans les cachots. Et conformément au code pénal, s'il advenait qu'un détenu perde la vie par suite des coups infligés par les gardiens des cachots, ceci serait poursuivi, bien évidemment, pour acte de torture ayant entraîné la mort. Pour ce qui est du droit de circuler librement des personnes, le gouvernement a créé en 2009 l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides pour la gestion de l'asile au Burundi et a ensuite adopté depuis 2011 des solutions durables en faveur des déplacés internes. En ce qui est du droit à un procès équitable, le Burundi a un nombre suffisant de magistrats et a corrigé le problème de dysfonctionnement de la justice par la mise en place d'une justice de proximité, la réorganisation et la redynamisation des administrations personnalisées, l'instauration de la permanence pénale, tandis que les états généraux de la justice ont été organisés en vue de renforcer l'indépendance de la magistrature et le respect de l'inamovibilité des juges, et un recrutement d'ailleurs sur concours de 66 juges a eu lieu en juillet cette année. Et face au problème du manque de système d'aide légale, le gouvernement a présenté un projet relatif lors de la conférence sectorielle des partenaires tenue en 2013. C'était une conférence qui était consécutive à la conférence de Genève, ici même, et nous attendons la contribution de nos partenaires. Et le droit d'expression au Burundi est en réalité pleinement exercé. Et cela est garanti par les articles 31 et 32 de la Constitution. Et les nombreuses sources d'informations à travers la presse écrite et orale sont suffisamment illustratives. Nous avons pas mal de radios, nous avons pas mal de télévisions, les radios privées, les radios publiques, les télévisions privées, la télévision publique, les journaux, qui illustrent combien le cadre d'expression dans notre pays
est suffisamment respectée. Les États généraux des médias et de la communication tenus en 2011 ont débouché sur la réforme de la loi sur la presse en 2012, dépénalisant ainsi les délits de presse. Et concernant la couverture médiatique de l'attaque de Gatumba de septembre 2011, le gouvernement du Burundi n'a pas interdit aux médias de donner des informations à la population. En témoignent les différentes interviews diffusées par différents médias qui ont conduit à l'identification des présumés coupables traduits en justice. Et les allégations d'interdiction de réunion pendant la période électorale de 2010 sont dues principalement au défaut du respect des procédures en la matière par certaines formations politiques. Et le gouvernement devait bien évidemment préserver le bon déroulement du processus électoral. En ce qui est des droits de l'enfant, en milieu scolaire, nous disons qu'une ordonnance ministérielle interdisant les châtiments corporels dans les établissements scolaires a été déjà signée et des campagnes de sensibilisation sur cette pratique ont été organisées. Et depuis 2009, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, a fait de la justice juvénile une des priorités de la réforme judiciaire en inscrivant dans la politique sectorielle de 2011-2015 la création d'un système de justice pour mineurs. Par ailleurs, 2 centres de rééducation des mineurs viennent de commencer les constructions. C'est à Rumongue et à Makamba. Ces centres sont en cours de construction et leur ouverture est attendue au mois de janvier et février 2015. Concernant les droits des minorités, même s'il n'existe pas de minorité religieuse et linguistique au Burundi, la qualification de minorité ethnique peut s'appliquer aux Batwa. Cependant, cette communauté n'a pas de religion ni de langue qui lui soit propre. Vous savez tant bien que moi que chez nous, nous avons une seule langue, la langue kirundi, et les Batwa et les autres ressortissants des autres ethnies tout le monde parle la même langue, le kirundi. Les Batwa donc exercent en toute liberté des pratiques culturelles qui lui sont spécifiques. En ce qui est de la diffusion du pacte, à ce sujet, il importe de signaler que le Burundi a adopté une nouvelle approche, une approche de mettre à la portée du public les recommandations formulées par les organes de traité et concernant la diffusion de l'information sur les dispositions du pacte, des ateliers de vulgarisation sont toujours organisés. Et quant à l'implication de la société civile durant tout le processus d'élaboration du rapport périodique, ces représentants sont comme d'habitude associés et donnent toujours leur pertinente contribution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est moi qui vous remercie, Madame la Ministre. Et maintenant, nous passons aux questions qui seront formulées par des collègues membres du comité. J'ai déjà une liste. Et le premier orateur sur ma liste, el primer orador en mi lista, es el señor Salvioli. Señor Salvioli tiene la palabra. Muchas gracias. Je vous remercie, Monsieur le Président. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la délégation du pays. Je vous remercie pour ce rapport que vous nous avez présenté, les réponses à la liste des points ainsi que la présentation orale que Son Excellence vient de faire à ce comité. Monsieur le Président, ce rapport devait être présenté en 1996, c'est-à-dire que ce rapport, il a fallu 17 ans pour que ce rapport nous soit présenté. Et je souhaite donc préciser qu'il est important que les États gardent à l'esprit que la présentation de ces rapports est tout à fait essentielle pour permettre au comité de travailler de manière périodique dans le cadre de ce dialogue interactif. Je suis tout à fait conscient des difficultés qu'a traversées
ce pays, y compris des situations extrêmement difficiles dans le passé qui ont certainement occasionné ces retards. Et je me félicite que la délégation soit présente aujourd'hui et je salue également le rapport soumis par la délégation. Le rapport que nous avons sous les yeux contient certaines informations très utiles, notamment concernant des aspects normatifs. Le rapport fournit des informations très détaillées sur des questions législatives et nous donne également des informations sur la représentation des femmes dans le monde du travail ou les changements en ce qui concerne la population carcérale. Donc cela nous donne une idée de la situation. Maintenant, le rapport et la réponse aux listes des points contient des informations insuffisantes. C'est donc une bonne occasion pour nous d'entrer dans des détails et d'approfondir notre compréhension, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application pratique des droits reconnus par le Pacte sur les droits civils et politiques. Je vais maintenant directement passer aux questions liées aux articles 1 et 2. Première question. Le paragraphe 11 du rapport présenté par l'État a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'attente de ma part. En effet, l'État précise que l'article 19 de la Constitution inclut les traités des droits de l'homme, l'intègre dans la Constitution nationale. Et nous avons demandé à l'État ce qu'il en est de l'application du pacte par les tribunaux. Or, la réponse de l'État m'a déçue et voire préoccupée. En effet, il n'est fourni aucun exemple d'application effective de ce pacte, ni de décision prise par un tribunal. Il n'est pas non plus question de l'application de l'article 19 de la Constitution nationale de la part des tribunaux du pays. Il semble étrange qu'il n'y ait aucun exemple concret à cet égard. En effet, c'est précisément lorsqu'il y a une loi qui intègre le contenu des traités internationaux que les tribunaux sont plus à même d'appliquer le contenu des traités. Par conséquent, l'État devrait peut-être songer à la manière dont il pourrait renforcer les capacités du système judiciaire. Il n'y a peut-être pas de formation continue concernant la mise en œuvre de ce pacte. Et c'est peut-être là la raison de cette difficulté. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets d'application de ce pacte de la part des tribunaux du pays? Ou pouvez-vous nous donner des exemples de références faites au comité ou à la jurisprudence du comité ou encore aux observations finales du comité dans le cadre de jugements de tribunaux? Peut-être que ces jugements ont été, il y a été fait référence pour justifier les jugements des tribunaux. Cela nous permettrait de mieux comprendre si ce pacte est mis en œuvre au niveau national. Monsieur le Président, la délégation nous l'a dit ici, ainsi que dans la réponse à sa liste des points, nous a dit que l'État est prêt à ratifier le deuxième protocole facultatif relatif visant à abolir la peine de mort. Et je crois que c'est une merveilleuse nouvelle. Cette année, nous célébrons les 25 ans de l'adoption de ce protocole. Et ce serait une occasion excellente que l'État adhère à ce protocole.
Toutefois, l'État ne fait aucune référence au premier protocole, c'est-à-dire le protocole relatif aux communications individuelles. Le comité a demandé expressément à l'État s'il envisageait de ratifier le premier protocole. Comme nous n'avons pas obtenu de réponse de la part de l'État, je me permets de réitérer ici cette question. Et nous pourrions peut-être nous mettre d'accord pour initier un processus à ce sujet. J'en viens maintenant à ma deuxième question, Monsieur le Président. Cette question est liée à l'Institut national des droits de l'homme. C'est une question qui a été abordée en long et en large dans l'examen périodique universel. Par conséquent, ce sont des questions qui vous ont certainement déjà été posées dans le cadre de l'examen périodique universel. Je souhaite répéter ces questions. La chef de la délégation a dit que la commission est indépendante et travaille conformément aux principes de Paris. Pourtant, lors de l'EPU, l'on a soulevé quelques questions, notamment suite à des informations fournies par des organisations non gouvernementales. Il semblerait donc que la situation ne soit pas aussi claire. Je souhaiterais donc demander quelle est la participation de la société civile à la procédure de nomination et de sélection des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Je souhaiterais savoir si la société civile intègre la commission ad hoc pour laquelle on choisit des candidats. J'ai cru comprendre que lors des dernières élections, 2 candidats ont été élus exclusivement par le parti du gouvernement, étant donné que les députés de l'opposition se sont retirés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le processus de sélection. Je me demande donc comment l'on peut garantir la neutralité du fonctionnement de cette commission si les commissaires sont nommés essentiellement par le parti au pouvoir, sans participation de l'opposition et sans participation des organisations de la société civile. Je remercie l'État pour les informations qui nous sont fournies relatives aux ressources à la disposition de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais je crains, Monsieur le Président, que ces ressources soient insuffisantes. La Commission nationale des droits de l'homme elle-même reconnaît que ces ressources ne suffisent pas, étant donné que dans le rapport datant de 2012, la Commission stipule qu'elle n'est pas en mesure de travailler avec les ressources à disposition et qu'elle ne peut apporter l'aide juridique nécessaire aux victimes de violations des droits de l'homme. C'est donc un sujet fort préoccupant. Dans le rapport 2013 de la Commission des droits de l'homme, l'on note également un manque préoccupant de ressources. Je souhaiterais donc savoir quel pourcentage de travail de la Commission des droits de l'homme est financé par le budget régulier accordé par l'État. Donc, le budget qui ne fait pas partie du budget de la coopération internationale. Et je souhaiterais savoir pourquoi le budget a été réduit année après année, budget que l'on accorde à la Commission nationale des droits de l'homme. Et comment se fait-il qu'une commission qui dispose d'un budget qui s'amenuise chaque année puisse faire son travail? Je remercie la délégation de bien vouloir répondre à ces questions et j'en reste là pour ma première intervention. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur Salvioli. Je cède maintenant la parole à l'intervenant suivant, Monsieur Flinterman. Merci, Monsieur le Président. Je me fais l'écho de mes collègues et je souhaite la bienvenue à nos collègues, à la délégation du Burundi, et nous sommes très heureux de pouvoir reprendre le dialogue avec l'État du Burundi, dialogue qui a été entamé dans les années 90, en particulier avec vous, Madame la Ministre, et votre délégation. Et
J'espère, à l'instar de tous mes collègues, que nous pourrons nous retrouver à des intervalles plus réguliers dans les années à venir. Je souhaiterais maintenant me concentrer sur les questions 3, 4 et 5, qui sont toutes liées à diverses dimensions du principe fondamental, du cadre et de principe de non-discrimination et de l'égalité. Et je commencerai par la question numéro 3. Concernant la discrimination et l'égalité, de manière générale, je souhaiterais demander à l'État partie de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures législatives et administratives qui ont été prises et les décisions judiciaires qui ont été rendues dans le cadre en vue d'éliminer la discrimination. Je souhaite remercier la délégation pour les informations fournies dans le rapport et dans les réponses à la liste des points. Je souligne en particulier la récente ratification par l'État partie, dont vous avez parlé également dans votre discours liminaire, de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. J'ai toutefois été frappée de voir qu'il n'y a aucune référence faite à des décisions de tribunal. Aucun jugement de tribunal n'a été rendu en matière de discrimination. Je ne sais pas si c'est un oubli. Pourriez-vous éventuellement nous donner aujourd'hui quelques informations concernant de tels jugements de tribunaux? Ou est-ce que c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui a pour mandat de prendre des décisions concernant et de rendre des jugements concernant des plaintes de discrimination? Est-ce que c'est cette commission qui est chargée de donner satisfaction en cas de plainte contre des discriminations? Voilà, je souhaiterais avoir plus d'informations concernant les plaintes de discrimination et la manière dont elles sont traitées. Et quelle est l'instance qui est habilitée à gérer de telles plaintes? Dans le point numéro 3, le comité soulève une question sensible pour vous, je le comprends bien. Il s'agit de la question des intentions de l'État partie de dépénaliser l'homosexualité. Je vous remercie de votre réponse sincère dans la réponse aux listes des points, et vous l'avez réitéré aujourd'hui dans votre allocution liminaire. Je pense qu'il est intéressant de citer ce paragraphe. Il s'agit du paragraphe 16 de vos réponses. Il est stipulé que concernant la loi dépénalisant l'homosexualité, il s'y est de signaler qu'à l'heure actuelle au Burundi, la reconnaissance de ce type de droit risquerait de provoquer un irréparable choc de culture aussi longtemps que ni la tradition ni la coutume burundaise n'y sont pas encore perméables. Donc, d'ailleurs, bien que ce fait soit érigé en infraction dans le code pénal burundais, personne n'a déjà comparu en vue d'être condamné pour ce chef d'accusation. Bon, encore une fois, je vous remercie pour l'honnêteté de votre réponse, puisqu'il ressort clairement de l'histoire d'un grand nombre de pays du monde entier, sinon tous les pays du monde entier, que la mise en œuvre pleine et entière du principe d'égalité, qu'il s'agisse d'un contexte de discrimination basée sur le sexe, discrimination basée sur la race ou autre, implique toujours un changement d'attitude, un changement de culture et de pratiques culturelles, un changement d'état d'esprit. Ce ne sont pas des changements qui sont intervenus aisément. Et c'est pourquoi j'étais heureux de lire que même s'il y a une disposition dans le code pénal du Burundi à cet effet, pour l'instant, personne n'a été accusé dans le cadre de cette disposition. J'en suis heureux si ces informations sont correctes. J'ai interprété le paragraphe 16, Madame le ministre, comme indiquant que le Burundi, en tant qu'État partie au pacte sur les droits civils et politiques, ne s'oppose pas au principe de non-discrimination et au fait qu'il inclut également la question des droits sur un pied d'égalité des personnes LGBT. Le Burundi, en tant qu'État partie au pacte, ne
s'oppose pas non plus à son obligation en vertu du droit international et plus particulièrement en vertu du pacte qu'il doit mettre tout en œuvre pour éliminer les discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles. En parallèle, je souhaiterais dire que je vous remercie pour vos remarques concernant la crainte d'un irréparable choc de culture. Pourtant, je ne pense pas qu'il doit s'agir d'un argument pour ne rien faire et rester les bras croisés et faire comme s'il n'y avait pas de problème. En effet, vous devez disposer des informations vous-même. Il ressort très clairement qu'il y a un problème de discrimination envers les personnes LGBT au Burundi. Nous disposons d'informations d'intolérance et de promotion d'attitudes homophobes, même de la part de dirigeants et de ministres du gouvernement. Nous avons des informations concernant des détentions et des menaces de détention de personnes qui sont lesbiennes, gays, homosexuelles, bisexuels. Nous avons des informations sur l'incapacité ou le manque de volonté des autorités de lutter contre les actes de discrimination contre ces personnes. Et nous avons reçu des informations faisant état de discrimination à l'encontre d'homosexuels dans le contexte de l'emploi privé et public. Madame le ministre, vous connaissez sans doute l'existence d'un décret sur l'éducation qui légitime l'expulsion d'étudiants qui auraient des relations homosexuelles. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous poser la question de savoir quelles sont les mesures que prend ou qu'envisage de prendre l'État parti pour pallier la discrimination à l'endroit des LGBT. Il me semble qu'étant donné cette tolérance officielle et l'encouragement d'attitudes homophobes, il faudrait accorder une attention particulière, prioritaire à cette question et faire en sorte que les agents de la fonction publique à tous les niveaux soient conscients de l'importance du principe d'égalité et de non-discrimination. Et de manière générale, il serait bon de lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes d'éducation sur le principe général d'égalité et de non-discrimination. Une manière assez simple de le faire serait d'abroger ce décret du ministère de l'Éducation légitimant l'expulsion d'homosexuels. Je pense en effet qu'il est important de prendre de premières mesures qui permettraient d'aller vers un amendement de la législation pénale, tout en ou étant entendu que les articles incriminant l'homosexualité ne sont pas vraiment appliqués. Cela m'amène au point 4, la participation des femmes à la vie publique. Je dois dire que j'ai été ravie de d'entendre les informations reçues par l'État parti, aussi bien dans le rapport que dans les réponses à la liste de points à traiter, parce que le Burundi appartient au groupe de pays et qui ont fixé des quotas pour que les femmes puissent prendre part aux prises de décision. Des mesures temporaires spéciales sont donc prises. Et je dois le dire, rares sont les pays dans le monde qui ont pris de telles décisions. 32% des parlementaires sont des femmes, pratiquement la moitié des sénateurs. Et au gouvernement, 42% des ministres sont des femmes. Je suis également satisfait de voir que la loi électorale a été amendée, non seulement au niveau national, mais également au niveau provincial et communal, pour que des quotas soient fixés.
Donc, à ces niveaux également, les femmes peuvent prendre part aux décisions. Et comme vous l'avez dit dans vos discours, votre discours liminaire, et je m'en félicite, sur 11 membres de la commission Vérité et Réconciliation, 4 sont des femmes. Cependant, il y a toujours un cependant, Madame la ministre. Cependant, ces quotas ne semblent pas être toujours appliqués. Nous avons reçu des informations faisant état du fait que des femmes à des postes de responsabilité au niveau du gouvernement locaux, ces femmes ne seraient pas très nombreuses, notamment au niveau des gouverneurs, au niveau provincial et communal. Le nombre de femmes occupant ce genre de poste est très faible. Et Madame le ministre, j'ai trouvé intéressant de lire que parmi les postes gouvernementaux les plus élevés au Burundi, le président et les 2 vice-présidents, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et de la Cour suprême, il n'y a que des hommes. Alors ma question est la suivante. Quelles sont les mesures envisagées par l'État parti pour appliquer cette politique très solide en matière d'égalité hommes-femmes pour que à tous les niveaux, l'on puisse voir augmenter le nombre de femmes, donc à tous les niveaux administratifs de l'État. Cela m'amène, Monsieur le Président, à la question numéro 5. Quel progrès a-t-on réalisé pour amender les dispositions discriminatoires dans le domaine du Code des personnes et de la famille? C'est une question qui n'est pas nouvelle pour le Burundi, une question que l'on a déjà évoqué dans l'examen du Burundi au SIDO en 2001 et en 2008. J'ai été satisfait d'observer que la loi sur la nationalité avait été modifiée, le code de la nationalité, c'est-à-dire qu'une femme peut maintenant transférer sa nationalité à son enfant. Mais j'ai été informée, et j'aimerais entendre vos commentaires là-dessus, j'ai été informée, et j'ai lu moi-même le texte de la loi, que même si les femmes peuvent transférer leur nationalité à leur enfant, cela est beaucoup plus compliqué pour une femme de le faire que pour un homme. Donc c'est plus difficile pour une femme burundaise de transmettre sa nationalité burundaise à son enfant que lorsque c'est un Burundais qui la transmet à son enfant. Alors veuillez me corriger si je me trompe et veuillez en tout cas me donner votre éclairage. Au paragraphe 18 de vos réponses, vous indiquez que ces lois, le Code des personnes de la famille est en cours de révision. J'aimerais beaucoup que vous me donniez plus de précision. Parce que, par exemple, je suis frappée de voir une mention explicite à un article qui rendrait obligatoire le consentement de la femme à être mariée. Il me semble que c'est absolument logique. Mais peut-être que vous pourriez me donner plus de précisions sur la révision envisagée à ce code des personnes de la famille. Deuxièmement, vous faites référence au comité de lecture qui a commencé à examiner le rapport rendu sur ces amendements et les conséquences d'un amendement de ce code des personnes et de la famille. Alors j'aimerais vous inviter à nous donner toute information, votre réaction à la première lecture de ce rapport. Voilà, j'attends avec impatience les réponses et l'éclairage de la délégation. Merci. And thank you. Merci beaucoup, Monsieur Plinteman.
Je donne maintenant la parole à Monsieur Rodriguez-Recia. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue la délégation et je remercie la ministre et les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. J'aimerais aborder les points 6 et 7. Mais avant cela, j'aimerais me livrer à une réflexion sur le rapport et les réponses fournies par l'État partie. En ce qui concerne ces points, il est regrettable que ce rapport ait été présenté de manière assez lacunaire. Cela ne nous a pas permis d'approfondir l'analyse de la manière dont sont réalisés les droits émanant du pacte. Cela ne nous a pas non plus permis d'examiner certains aspects, certaines difficultés dans la réalisation des droits, et je parle aussi bien des aspects négatifs que positifs. Permettez-moi de faire remarquer que ce comité examine également des informations données par d'autres sources, des autres sources qui nous ont donné des informations faisant état de grands progrès, des plans, des choses très positives qui ne sont pas mentionnées dans votre rapport. Par conséquent, j'aimerais encourager l'État partie à travailler de manière plus approfondie et minutieuse les réponses fournies à notre comité. Je vous donne un exemple. Dans la question numéro 6, l'on pose une question juridique assez simple. La question porte sur les mesures prises par l'État pour mettre en œuvre le cadre de protection des exceptions du noyau dur de droit qui ne sont pas dérogeables lorsqu'on décrète un état d'urgence ou un état d'exception. L'État se contente d'envoyer le texte de l'article 115 de la Constitution, où, et l'État le fait très bien, où l'État justifie le fait que dans des circonstances exceptionnelles, un état d'urgence soit décrété. Mais l'on ne donne pas d'informations sur les droits qui sont intangibles ou non dérogeables en vertu de l'article 4.2 du pacte. Cet article indique que si l'État, certes, a la possibilité, dans des situations d'urgence, un état d'exception, il ne peut en aucune circonstance suspendre le droit à la vie. L'article 6, l'interdiction de la torture, des articles, l'article 7, l'interdiction de l'esclavage, de la traite de personnes, de la servitude. Il ne peut pas non plus y avoir de dette commerciale. Il ne peut pas suspendre le principe de légalité, de non-rétroactivité. L'on ne peut pas non plus déroger au principe de personnalité juridique ou déroger à la liberté de pensée ou de religion. Les réponses, par conséquent, données par l'État et le texte de l'article 115 de la Constitution que nous analysons indiquent que la seule restriction, c'est que l'on ne peut pas dissoudre le Parlement. Nous nous en félicitons. Mais qu'en est-il des droits non dérogeables? Où se situe une garantie de non-dérogation de ces droits? L'on indique qu'il n'existe pas de réglementation tacite dans la Constitution, mais que de manière implicite, il existe une interdiction de la dérogation de ces droits. Alors j'aimerais que l'État nous explique dans quel autre texte l'on peut trouver une réglementation qui indique qu'il y a un noyau dur de droits intangibles, non dérogeables, même dans un état d'urgence. Et si cela n'existe pas, est-ce que l'État a un projet de réforme constitutionnelle
soit un amendement de l'article 115, soit un amendement d'un autre article, où l'on verrait que l'article 2 du pacte est appliqué, où l'on dit que l'État partie doit harmoniser sa législation interne aux dispositions du pacte relatif aux droits civils et politiques lorsqu'il n'est pas dûment garanti. Et si une telle proposition d'amendement n'est pas actuelle, j'aimerais demander à la délégation la chose suivante. J'aimerais beaucoup que l'État partie puisse s'engager à revoir sa législation interne pour rendre conforme le droit interne à l'article 4.2 du pacte relatif aux droits civils et politiques. J'ai une dernière question à poser sur le terrorisme. Nous avons demandé à l'État partie ce qu'il faisait dans le cadre de la lutte antiterrorisme. Il s'agit d'une lutte universelle à laquelle participent tous les pays. Mais il faut, d'un autre côté, garantir le respect des droits de l'homme. L'État partie, dans son premier document, ne fait aucune référence à cela. Mais dans un document ultérieur, l'État nous explique qu'il met en œuvre des mesures pour financer, surtout pour combattre ou contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et il nous explique qu'il met en place des programmes d'alerte publique afin de protéger des infrastructures publiques et qu'il existe une aide de la part d'Interpol. Mais au jour le jour, que fait l'État partie? En effet, ce comité a reçu des plaintes de la part de plusieurs individus et de plusieurs ONG faisant état d'une pratique grave qui ne relève pas seulement de la police mais également du judiciaire. Il s'agit de la stigmatisation de journalistes, de militants, de défenseurs des droits de l'homme que l'on lie au terrorisme sans aucune preuve pouvant justifier une arrestation, une garde à vue, une détention ou même une enquête. En effet, l'on utilise la lutte contre le terrorisme pour exercer un contrôle à la liberté d'expression, un contrôle aux critiques faites à l'État et ainsi l'on accuse des personnes de prendre part à des actes terroristes. L'affaire la plus visible, la plus connue, est celui du journaliste Hassan Roubakoki, un journaliste de Radio France Internationale, RFI, qui a été condamné à perpétuité en 2012 car il aurait pris part à des actes terroristes. Alors j'aimerais savoir en quoi consistaient ces actes terroristes dont il était accusé. Il a fait une interview à un groupe rebelle dans l'exercice de sa profession de journaliste. Cette personne, et c'est très positif, nous l'applaudissons, a été libérée, mais après avoir été détenu pendant 15 ans. Il est également positif de voir que sa peine a été réduite à 3 ans. Il y a eu un appel, nous aimerions connaître le statut de cet appel. Mais le précédent nous inquiète. Pourquoi? Parce qu'indépendamment du résultat de l'issue de cette procédure et de sa relaxe, le message que nous envoie l'État est un message clair, direct, de menace aux défenseurs des droits de l'homme, à ceux qui réalisent leur métier de journaliste, qui sont appelés à s'auto-censurer et à contrôler ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent. Et pourtant, ils sont très importants dans la protection des droits de l'homme et la consolidation de la société civile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rodriguez-Recia. Je donne maintenant la parole à Madame Waterval. Merci, Monsieur le Président.
à mon tour de souhaiter une chaleureuse bienvenue à la délégation du Burundi. J'aimerais poser des questions concernant les points 8, 11, 12 et 13. En ce qui concerne le point 8, violence à l'égard des femmes, j'ai un certain nombre de questions à poser, mais tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai lu dans votre rapport que les femmes composent 51% de la population, d'après le recensement de 2008. En juin 2013, un projet de loi a été déposé sur la prévention, la protection et la répression de la violence sexiste. Cette loi a été adoptée. Et en fait, nous en sommes au stade du projet de loi qui se trouve au Parlement. Il existe des forums, des points focaux pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste. Et à cet égard, j'ai quelques questions à poser. Vous avez déjà indiqué que ce projet de loi avait été présenté au Parlement. Mais j'aimerais savoir combien de temps il faudra attendre avant de voir l'adoption de cette loi, puisque cela fait déjà 1 année et 4 mois qu'elle est au Parlement. De plus, vous n'avez répondu que partiellement à la question numéro 8, et donc je reviens à la charge avec ces différentes questions pour lesquelles nous n'avons obtenu aucune réponse. C'est la question des données statistiques pour la période couverte par le rapport, le nombre de points enregistrés relatifs aux différentes formes de violence à l'égard des femmes et sur le nombre de décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine. Je n'ai pas trouvé d'informations ni de données à cet égard. Ensuite, quel sera-t-il réservé aux auteurs de telles violences? Je n'ai rien vu concernant des programmes concernant les auteurs de violences domestiques ou violences à l'égard des femmes. Est-ce qu'il existe des programmes qui pourraient les aider à modifier leur comportement? Vous avez mentionné le centre Humura et le centre Uluka dans votre présentation. Et il me semble que le centre Humura est un foyer pour les femmes qui seraient victimes de violences. J'aimerais savoir combien de foyers il existe au Burundi à disposition des victimes de violences. Par ailleurs, je n'ai rien vu concernant la réparation offerte aux victimes de violences. Pourriez-vous nous donner de plus amples détails sur cette question? Est-ce que le viol conjugal est sanctionné par la loi? En ce qui concerne le point 11, les exécutions extrajudiciaires et les exécutions ainsi que les enquêtes de la commission d'enquête ad hoc mise en place par le procureur général de la République, vous nous dites que les exécutions qui ne remplissent pas la définition d'exécution extrajudiciaire ne sont pas couvertes par le travail de cette commission. Alors, j'aimerais savoir quel est son mandat. Est-ce qu'elle est appelée à faire l'enquête sur les allégations d'exécution de torture? Parce que dans vos réponses, vous dites que le procureur général ne nie pas le fait que des personnes ont été tuées. Alors, pourriez-vous nous dire combien de personnes ont été exécutées? Est-ce que les auteurs de ces exécutions ont été identifiés, traduits en justice?
Dans les réponses, paragraphe 28, il est indiqué que la commission, rappelant la définition de la dite infraction, a dit que l'exécution extrajudiciaire est la mise à mort d'une personne, etc. Pourriez-vous préciser, parce que nous aimerions en savoir un peu plus de ces enquêtes. S'agissant du point 12, vous l'avez dit tout à l'heure, la commission Vérité et Réconciliation où la loi portant création de cette commission a été adoptée. Elle est composée de 11 membres, dont 4 femmes. Est-ce que tous ces membres sont nommés, ont déjà été nommés? Quelle est la procédure qui était suivie pour les nommer? Est-ce que la composition de la commission reflète la composition de la population du pays? Est-ce que cette commission est assortie d'un budget qui lui est propre? Pourriez-vous nous en dire plus des ressources humaines et financières mises à disposition de cette commission? Nous avons également posé une question sur l'établissement d'un tribunal spécial chargé de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l'homme et vous avez répondu qu'en ce qui concerne le tribunal spécial pour le Burundi, il s'agit d'un mécanisme judiciaire qui sera établi après la publication du rapport de la commission Vérité et Réconciliation pour éviter toute ingérence entre les deux mécanismes. Pourriez-vous nous dire à quelle date cela est prévu? Parce que j'imagine que cela prendra du temps pour que la commission rende son rapport. Et donc il faudra attendre longtemps pour que ce tribunal spécial soit mis en place. Pourriez-vous peut-être nous donner des détails? Dernière question de ma part. Sur le point 13, protection des victimes et des témoins de violation des droits de l'homme. En ce qui concerne le protocole facultatif se rapportant à la Convention de Genève et en ce qui concerne l'établissement d'une commission nationale des droits de l'homme et du bureau du médiateur, l'ombudsman, ce sont des pas très positif. Ma question consiste à connaître l'intitulé exactement de ce projet de loi et son statut. Parce que lorsqu'il existe une loi de protection des témoins, il faut également l'adopter et l'appliquer. Voilà les questions que j'avais à poser, Monsieur le Président. Je remercie d'avance la délégation de ses réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Waterval. Je donne la parole à Madame Majodina. Thank you, Mr. Chair. Since this is... Merci, Monsieur le Président. Étant donné que c'est la première fois que je prends la parole, je souhaite m'associer à mes collègues pour souhaiter la bienvenue à la délégation du Burundi. Et j'espère que nous allons entamer un dialogue fructueux avec vous dans concernant la situation dans votre pays. J'ai 2 questions que je souhaite poser cet après-midi. Tout d'abord, les exécutions extrajudiciaires. Ma collègue a déjà abordé cette question, mais il y a plusieurs questions liées à la question 9. Tout d'abord,
Les exécutions extrajudiciaires sont une préoccupation de longue date de ce comité qui remonte à notre rapport, à notre examen du rapport initial du Burundi. Le comité a exprimé ses préoccupations concernant les exécutions extrajudiciaires et les cas de torture dans le cadre de rapports. Le comité a également noté que des recours efficaces à la disposition des victimes de violations des droits de l'homme étaient inexistants à l'époque. Et 22 ans plus tard, c'était en 1992, 22 ans plus tard, nous faisons face au même problème de tensions ethniques répétées débouchant sur des exécutions extrajudiciaires sans aucune voie de recours en vue pour les victimes. Dans le rapport de l'État sur le droit à la vie, paragraphe 51 stipule que des personnes prennent qu'il y a des cas de lynchage, des cas isolés de justice populaire sont signalés dans le pays. Et il est également fait référence à des cas de conflits fonciers. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour réprimer les auteurs de ces violations du droit à la vie. Voilà tout ce qui figure dans ce deuxième rapport de l'État sur le droit à la vie lié au problème des exécutions extrajudiciaires. Comme de coutume, nous examinons aussi des informations que nous obtenons d'organisations non gouvernementales. Et conformément à un rapport publié en septembre 2014, l'on reporte des augmentations dans le nombre de cas d'exécution extrajudiciaire suite aux élections en 2010 et plus de 30 cas ont été rapportés entre 2010 et le jour d'aujourd'hui. La plupart des victimes sont des anciens combattants de l'armée Hutu. Le rapport précise également qu'il y a une baisse dans le nombre d'exécutions en 2012. À ce moment-là, le gouvernement n'a pas apporté de la justice en raison d'un manque de volonté politique et un système judiciaire faible. Aucune enquête approfondie n'a été effectuée et c'est en réponse à la question que nous posons dans la question 9 où nous demandons quelles enquêtes ont été entreprises. Donc, en réponse à cette question, l'on nous dit qu'aucune telle enquête n'a été effectuée, en particulier dans le cas où les auteurs sont... l'on estime que les auteurs sont des agents des forces de l'ordre ou membres de la Ligue des jeunes, CNDD-FDD. L'on nous dit que l'attaque de Gatumba de 2011... beaucoup de gens ont perdu la vie, est l'une des rares affaires qui a été portée devant un tribunal. Or, le procès des 21 personnes accusées était entaché d'erreurs. Seules 17 personnes ont été emprisonnées à vie. Dans les réponses écrites de l'État à notre liste des points, concernant le point 9, l'on nous dit que 2 commissions d'enquête ont été mises sur pied pour enquêter sur les violations des droits de l'homme. L'une de ces commissions a publié son rapport en août 2013 et je crois que la chef de délégation y a fait référence. Le rapport de cette commission reconnaît les exécutions, qu'il y a eu des exécutions mais qu'elles n'étaient pas extrajudiciaires. Bon, je répète, qui a déjà été mentionné par mon collègue, mais je souhaite réitérer notre préoccupation face à ces exécutions et les différentes interprétations
qu'en fait le gouvernement du Burundi. Interprétation qui diffère grandement de la nôtre, s'agissant de savoir ce qui constitue une exécution extrajudiciaire. Je souhaite demander à la délégation de nous expliquer dans quelle mesure l'interprétation qui en est faite par le gouvernement du Burundi est conforme aux normes du droit international. Deuxièmement, je souhaiterais demander à la délégation de nous dire si elle convient que la majorité des cas d'exécution extrajudiciaire intervenus entre 2010 et 2012 restent irrésolus. L'on nous a simplement dit que les enquêtes sont en cours et je souhaiterais savoir quelle est la situation et où en sont ces enquêtes. Et enfin, je souhaiterais que la délégation nous parle du mandat et du fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation, à laquelle a fait référence mon collègue et qui sera bientôt mise sur pied. Et je souhaiterais avoir plus de précisions concernant la question des indemnités et des dommages et intérêts pour les victimes, question d'une grande importance. Et j'espère que vous serez en mesure de nous fournir des informations, sinon aujourd'hui, du moins demain après-midi. J'en viens au point 10 sur la torture. Conformément au paragraphe 26 des réponses, la torture est interdite par la Constitution du Burundi et a été érigée en infraction dans le Code pénal révisé. Les réponses écrites ne nous donnent aucune indication du nombre de plaintes portées devant les tribunaux pour cas de torture. Le paragraphe 26 ne décrit pas non plus les mécanismes existants permettant d'enquêter sur des cas de torture. On nous dit que c'est la Commission des droits de l'homme nationale qui est chargée de visiter des lieux de détention et que le nombre de cas de torture ont été réduits suite à la formation des agents de police effectuée par la République du Burundi ensemble avec ses partenaires internationaux. À l'aune des informations fournies au paragraphe 26, je souhaiterais poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que la définition nationale de la torture est conforme à l'article 1 de la Convention contre la torture? Il semblerait qu'en pratique, cette définition ne soit pas respectée par les fonctionnaires et les agents. C'est ce que nous lisons dans un grand nombre de rapports d'ONG. Deuxièmement, quelles mesures législatives, administratives et judiciaires sont prises pour éviter, prévenir la torture? Troisièmement, en cas d'accusation de torture, des enquêtes promptes et impartiales devraient être menées. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait des difficultés avec à mener de telles enquêtes au Burundi, comme je l'ai déjà mentionné. Un autre rapport récemment diffusé stipule que la Haute Cour à Katanga il y a eu un procès contre un commissaire de la province. Il a été accusé d'avoir participé en novembre 2011 en tant que membre d'avoir assassiné un membre du parti d'opposition. Il a également été poursuivi pour tentative de meurtre dans d'autres cas. Il y a 2 témoins qui ne souhaitaient pas témoigner au tribunal en raison de l'absence d'une protection adéquate pour ces témoins. Par conséquent, au mois d'août, le tribunal
a acquitté Nourouezé de ces accusations. Ils ont changé l'accusation de tentative de meurtre à blessure corporelle grave. Il avait déjà été placé en prison pendant 1 an. Il a donc été relâché. Un appel a été effectué. Il devait avoir lieu au mois d'octobre, mais il a été reporté au mois de janvier 2014. Je souhaiterais que la délégation nous en dise plus sur ce cas, le cas de Nourouezé, puisque c'est un excellent exemple du manque d'enquête promptes et efficaces qui sont obligatoires conformément au droit international suite à des accusations de torture. Ma dernière question concerne les jugements suite à des accusations. Il semblerait qu'il y ait un problème dans ce domaine. On nous dit que les quelques auteurs de violations qui sont traduits en justice se voient accorder des peines très légères, quelques semaines, quelques mois, ou alors ils se voient infliger une amende. Est-ce que la délégation pourrait nous expliquer ces cas qui nous sont rapportés et qui ne correspondent peut-être pas à la réalité? Je souhaiterais également demander à la délégation si le Burundi a l'intention de ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture, puisqu'il prévoit la mise en place d'un mécanisme de prévention nationale pour visiter les prisons et les lieux de détention. La chef de délégation nous a dit qu'il y a des mécanismes de visite de prison, et je crois que vous avez mentionné la Commission nationale, mais ce n'est pas conforme aux normes internationales. OPCAT, le protocole facultatif, prévoit ses propres lignes directrices quant à la manière dont ce mécanisme de visite indépendante est mis en place. Et je me demande si le Burundi envisage de ratifier ce protocole facultatif à l'avenir. Et enfin, paragraphe 26 fait référence à la formation dispensée aux policiers agents. En raison et suite à ces formations, les cas de torture ont pu être réduits. Je me demande si les cas de torture ont été réduits parce que les gens n'osent pas en parler. Donc, je souhaiterais en savoir plus sur ces types de formations. Est-ce que ces formations incluent des directives émanant d'instances reconnues au niveau international, telles que celles qui figurent dans le protocole d'Istanbul, par exemple? On y trouve des informations très explicites sur la manière dont une enquête indépendante doit être menée s'agissant de torture. Ce sont des directives très explicites et je recommande aux autorités du Burundi de les examiner si ce n'a pas encore été le cas. Ensuite, il y a également les lignes directrices Robben Island quant à la manière dont l'on pourrait enquêter sur des cas de torture. Ces lignes directrices ont été adopté au Cap en 2008 et je me demande si le Burundi a adhéré à ces lignes directrices. Il s'agit d'une version simplifiée du protocole d'Istanbul et qui sont plus adaptées aux conditions en vigueur en Afrique. Voilà, c'est tout, Monsieur le Président. Merci, Madame Majodina. Nous en arrivons au terme de la liste d'intervention. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole de la part de nos collègues, j'invite maintenant la délégation, comme de coutume, à prendre 15 minutes de pause pour en discuter et nous allons reprendre notre examen à 17 h. La réunion est suspendue. Merci. Merci beaucoup.
Sorry. Merci bien. Je vous en prie. C'est une véritable déluge.